Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 839 qui correspond à presque la totalité du chapitre 869. Il manque seulement que les deux dernières pages. Vous remarquerez, ou vous allez remarquer, dans cette vidéo, je vais avoir une putain de patate. Pourquoi? Parce que cet épisode... il était absolument magnifique. Cet épisode m'a foutu une patate, m'a foutu un sourire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le retour de Naoto Shishida et surtout le passage avec le Garma Double Six était absolument génial. Les passages avec Big Father étaient absolument grandioses. Bref, ça a été un panard total. Alors il y en a encore qui vont me dire oui mais des fois le Doc tu gueules, oui des fois t'es content, c'est normal, c'est parce que je suis comme ça et aussi parce que ce sont différentes équipes qui s'occupent des épisodes et là on a eu une équipe mais du feu de Dieu, que ce soit l'épisode directeur, que ce soit Naoto Shishida, que ce soit aussi les autres personnes qui ont fait quelques petits passages. Globalement on aimerait que tous les épisodes de One Piece soient absolument comme ça. Cet épisode était absolument grandiose. Donc voilà, alors ça c'était déjà la première partie pour que vous compreniez un petit peu mon état d'excitation. Et là je vais faire aussi un petit rappel. Parce qu'on arrive dans une partie hyper importante au niveau de cet arc. Et comme d'habitude, avant de faire la critique analyse de l'épisode, je me remets dans le contexte et je regarde la critique analyse que j'avais fait du chapitre qui, je le rappelle, est le 869, qui est en lien avec cet épisode. Et il s'avère que pour ceux qui ne font que regarder les épisodes, n'allez pas voir ma critique analyse du chapitre, parce que le chapitre, comme je l'ai dit, correspond à presque la totalité, mais il n'y a pas les deux dernières pages. Et les deux dernières pages sont quand même assez importantes. L'autre chose aussi que je vais dire, c'est que les théories que je vais exposer dans cette vidéo sont les théories que j'ai fait à l'époque. Alors maintenant je vais mettre du suspense, c'est vrai ou c'est pas vrai, ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos savent que parfois je tape dans le mille et parfois je suis complètement à l'ouest, donc voilà, je préfère tout simplement préparer les gens à ce qui vont leur arriver dans la gueule. Alors au niveau de cette critique analyse, on va essayer de la faire. Je vais essayer de la faire, ça c'est sûr et certain, mais je sais pas du tout comment la faire, mais je sais qu'on va parler de plusieurs choses. On va parler de Big Father, on va parler de la transformation du Garma Double Six, on va parler de Pudding, et on va parler d'un élément hyper ultra giga important que tout le monde a l'impression, que j'ai l'impression que tout le monde oublie, c'est ce putain de Tametebako. Tametebako, oui c'est ça, Tametebako. La première chose, c'est qu'on peut aimer le Garma Double Six ou on peut le détester. Moi personnellement au début je les détestais et maintenant je commence à les aimer. D'ailleurs c'est ce chapitre, le 869 qui est là dans cet épisode 839 qui a enclenché un début de quelque chose envers le Garma Double Six. Ce qui a été mis en place dans cet épisode, c'est du grandiose. Déjà, c'est Naoto Shishida, c'est le mec que j'aimerais autant rencontrer que Ichiro Oda. Ce mec est absolument incroyable. Le style, alors il y en a qui n'aiment pas son style parce qu'il est trop en mouvement, il y a trop de choses, mais moi personnellement je l'adore. Et le choix qu'il a fait, il a travaillé sur plus de 4 minutes sur l'épisode, c'est-à-dire que 1/5 de l'épisode, c'est lui qui l'a réalisé. Ça fait 2 mois qu'il travaille sur cette partie, hein, j'ai fait quelques petites recherches, et ça en un sens c'est très bien parce que ça coïncide justement avec la fin de son travail qu'il a fait au niveau de Dragon Ball Super, et là maintenant il est même en train de travailler sur le film, et il est aussi en train de travailler sur le combat de... Ah bah je peux pas en parler sinon j'allais spoiler comme un gros porc. Enfin bref, il est en train de travailler sur un truc absolument hallucinant au niveau de One Piece. C'est vachement dur à faire, hein, les critiques analyses pour pas spoiler. Enfin bref, voilà, donc on est super heureux et c'était magnifique. Déjà le fait que
la transformation, là, le fait qu'ils aient le tube qui tourne et qui leur arrive dessus, c'est absolument génial. Et en un sens, ce qui est vraiment classe, c'est que là, on a un petit clin d'œil de la part d'Ichiro Oda. Parce que quand on sait que ça reprend les Sentai, c'est-à-dire tous les personnes comme Bioman, Xor et tout ça. Et eux, normalement, quand ils se transforment, c'est de la matière qui leur vient dessus et qui vient sur leurs vêtements. Alors que quand on est plus dans le type Sailor Moon et les trucs comme ça, je sais que c'est un nom, les trucs, princesse, je me rappelle plus le nom exact. Elles se foutent à poil. Et c'est toujours un truc qui m'a étonné. Moi, j'ai regardé ça, j'ai regardé Gigi aussi quand j'étais, pour les vieux de la vieille qui connaissent Gigi. La fille, elle était toute petite, elle avait 6 ans et elle se transformait, elle devenait une personne qui avait 16 ans et elle était à poil et après elle avait son costume qui lui venait dessus. Et je me posais la question, mais pourquoi ils sont à poil? Pourquoi on voit pas les vêtements partir? Pourquoi il se passe ça? Et là, Ichiro Oda et même Naoto Shishida, dans la façon dont il a fait, ils nous le montrent. En vérité, ils défont leurs fringues. En vérité, ils se foutent à poil. Il n'y a pas la cabine téléphonique pour qu'ils aient dedans, pour que ça fasse comme Superman. Mais voilà. Et en un sens, j'aime bien parce que ça, c'est des petits clins d'œil. C'est des petits trucs comme ça que moi j'adore. Et la transformation est géniale. Et s'il y avait eu que la transformation qui avait été géniale, ça irait. Mais après, on a aussi les parties combat. Déjà, on a le high catch. C'est-à-dire les parties du milieu qui sont entre les pubs, parce qu'au Japon, il y a une pub au milieu des épisodes, on va y arriver. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est souvent le truc avec la petite musique, et on a une wanted d'un des Mugiwara qui apparaît, et là, les trucs sont faits pour le Garma Double Six. C'est génial. À un moment, j'étais même plus dans One Piece, j'étais carrément dans un dessin animé de Sentai. C'est absolument, mais ça reprend aussi énormément ce qui avait été fait au niveau de Sogeking. Et c'est ça qui est génial. Le fait aussi qu'on ait les robots, on va en reparler juste avant. Cet épisode était totalement psychédélique. Mais il m'a rappelé des souvenirs des dessins animés que je regardais étant gamin. Et je suis en train de partir en live. Je vous préviens, je suis en train de partir en live parce que cet épisode m'a tellement marqué. Et ce qui est génial, c'est parce que Ichiro Oda, il a 40 piges. Comme moi, et qu'il a grandi avec des dessins animés qui nous ont marqué, qui ont marqué notre enfance. Je ne vous parle pas de Dragon Ball, je ne vous parle pas des Chevaliers du Zodiac, je ne vous parle pas de tout ça, je vous parle de cette génération qui était encore avant, les trucs où il y avait du Goldorak, il y avait du Mazinger Z, il y avait du Great Mazinger Z, il y avait tous moi j'ai beaucoup joué au jeu Super Robot Tyson, mais tu avais beaucoup les robots qui s'assemblaient, ça c'est totalement pris au niveau de Big Father. Tant pis, j'en parle tout de suite. La manière dont il fait les trucs comme ça, la manière dont il enclenche ses attaques, c'est typiquement les trucs comme ça. Au niveau de Dragon Ball, il y avait pas Dragon Ball, je fais un lapsus, mais au niveau de Mazinger Z et aussi au niveau de Goldorak, il y avait un gros robot qui ressemblait à rien, qui était une sorte de grosse boule, où les mecs, c'était des gamins qui étaient dedans, donc il y en avait un qui était très très gros, et il faisait des attaques complètement débiles. Et c'est typiquement ce qu'on a dans Big Father. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que l'état où est Luffy et même Chopper avec un château géant en forme de robot avec les étoiles dans les yeux, c'est exactement une projection de nous, ce qu'on est. Et c'est pour ça que j'en parle comme ça, c'est qu'il a réveillé le gamin qui était en moi. C'est très dur, hein. Et en plus c'est vraiment qu'une catégorie de gens. Le petit jeune enfin le petit jeune, ouais non, quand t'as 18 ans t'es pas spécialement jeune, mais le mec qui a pas connu ça, il peut pas ressentir ce que j'ai ressenti en regardant l'épisode. C'est un truc totalement ça m'a foutu une banane de taré. Donc voilà, et je sais même plus où j'en suis moi. Donc oui, donc on a le Big Father qui est en robot, il essaye de latter la tête de Big Mom. Pourquoi? Parce que Big Mom est toujours dans sa crise. Donc
elle n'a plus cette protection qu'elle a sur son métabolisme qui arrive à combattre les attaques extérieures, à faire une peau dure comme de l'acier. Donc il essaye tout simplement de la tuer avec des canons, avec des boulets. Donc première protection, c'est tout simplement le Candy Wall de Perospero. Et après on a carrément Katakuri qui voit le futur et qui arrive à bloquer avec le Mushi les canons. Et après on a directement Perospero qui arrive à bloquer Big Father. Et là ils sont franchement dans la merde. Pourquoi? Puisqu'ils sont à l'intérieur de la forteresse, certes, mais tout autour il y a toute la famille. Et la famille veut les tuer. Donc pour l'échappatoire, ça va être hyper dur. Ça va être hyper dur. Et là il y a deux solutions. La fuite, c'est impossible. Donc ça serait l'attaque, donc ça veut dire qu'ils vont tous sortir, ils vont tous aller attaquer pour essayer de se faire un couloir de fuite, un petit peu ce qui a été fait au niveau de pour aller sauver Ace, c'est-à-dire que t'as beaucoup de pirates qui vont se sacrifier pour faire une sorte de, pas de haie d'honneur, mais une protection pour que eux ils puissent partir et ils puissent directement s'enfuir. Donc ça c'est la fuite. Et l'autre élément qui peut arriver, c'est tout simplement une aide extérieure. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va profiter ou qui a voulu profiter que toute la famille de Big Mom soit réunie au même endroit au niveau de comment ça s'appelle de ce mariage, et qui est dans l'optique de détruire entièrement la famille. Et la personne qui peut vraiment faire ça, c'est tout simplement Barbe Noire. Barbe Noire est quelqu'un de fourbe. Barbe Noire a des gens qui sont sûrement infiltrés. Et peut-être que lui, il peut venir pour faire ce... Et piquer les fruits du démon aussi, parce qu'il y a des fruits du démon, et ça faut pas l'oublier, mais il y a des fruits du démon de type nourriture qui peuvent être importants pour Barbe Noire, pour le futur projet qu'il a. Et c'est peut-être comme il a fait au niveau de Dressrosa, c'est-à-dire qu'il a profité au Dressrosa qu'il y ait ce combat au niveau du Colisée pour envoyer Burgess dans l'optique de piquer les fruits. C'est pour ça qu'il avait son sac à dos, c'est pour ça aussi qu'il avait le couteau. Donc là on peut imaginer qu'il envoie plus de personnes, qu'on ait par exemple Lafitte, qu'on ait Shiryu de la pluie, qui viennent avec une flotte pour attaquer Big Mom. Ça pourrait être vraiment excellent. Donc ça c'est la chose. Après l'autre chose qu'on a peut-être oublié et que j'ai parlé tout à l'heure, c'est tout simplement le Tametebako. Et oui, parce que ceux qui ne se rappelleraient pas, dans le Tametebako, il y a quoi? Il y a des explosifs. C'est Neptune qui avait mis ça dedans pour justement la personne qui viendrait voler, lui explose le coffre et le trésor à la gueule. Et ce qui se passe, c'est que le coffre, pour pas que n'importe qui l'ouvre, il est entouré d'un fil. Et là, on voit Dufeld qui a trouvé le Tametebako. Et là, il ouvre la corde pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc dans l'optique, je me suis dit génial, ça va ouvrir, ça va faire une explosion et ça va permettre au Mugiwara de partir. Sauf que cet élément perturbateur, à cause du hurlement de Big Mom, il part, il tombe. Alors vu la taille du coffre et vu la hauteur de la tour, il est impossible que l'explosion puisse détruire la tour. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais la tour de Big Mom est faite comme un gâteau à étages, et c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étages. On sait qu'il y a déjà eu des explosions avec le canon, on sait qu'il y a eu le hurlement de Big Mom qui a peut-être fragilisé la structure. Donc si on imagine que le coffre tombe dans l'un des étages inférieurs, explose, il peut fragiliser la tour et la détruire partiellement, ce qui permettrait d'être l'élément perturbateur que je pensais qui allait arriver dans cet épisode. Est-ce que vous suivez la logique? Et ça serait pas mal, parce que quand on voit les forces qui sont en place, c'est-à-dire qu'on a quand même toute la flotte de Big Mom, et en face on a Capone BG et le reste de son équipage, on a le Germa Double Six avec la tenue. Quand on voit comment... et d'ailleurs il y a eu un passage jouissif que j'ai oublié de parler, c'est-à-dire Perospero, je sais pas pour vous, mais Perospero, depuis le départ, je peux pas le saquer. Je ne peux pas le saquer. Et le fait d'avoir vu Ichiji lui foutre une bonne mandale dans la tête, ça a fait super plaisir. Bon, Perospero s'est quand même relevé assez vite. Il a réussi à faire le Candy Wall pour protéger sa mère. Mais on voit qu'ils ont la patate. On a vu les attaques de chaque fils. On voit aussi qu'il y a un début de combat qui peut être très intéressant, qui va peut-être être fait pour plus tard. C'est-à-dire de Smoothie contre Reiju.
Parce que quand on voit qu'elle a réussi à foutre une attaque et qu'elle a réussi à mettre du poison sur le bras de Smoothie, ça donne quand même de... On voit qu'il y a de la puissance. Le fait de voir Yunji être hyper badass, détruire les trucs et après aller attaquer, on voit qu'il y a de la puissance. Donc ça c'est pas mal. Pareil, Papounet, je pense qu'il a sérieusement les nerfs, donc il va vouloir expliquer un petit peu sa façon de penser à Big Mom. Luffy a l'air d'avoir encore de l'énergie. On a Senji qui est revenu, on a Pedro, on a Carotte. Au niveau du climat, enfin du climat tact et au niveau de la puissance, eh bien je pense qu'avec les éclairs, elle peut s'occuper facilement du menu frottin, notre petite Nami. Pareil pour Brook et pareil pour Chopper, parce que même si là ils ont été assez faibles, mais ils ont quand même été face à des grandes pointures de la famille de Big Mom, ils peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire que ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de pouvoir faire un passage pour pouvoir partir, c'est faisable. Si on rajoute une explosion substantielle du Tametebako pour permettre, tu sais, ces 3 secondes de répit qui vont permettre vraiment de partir, eh bien, on se dit que parce que même si la situation est désespérée, c'est un état de climax. Donc, il y a obligatoirement une chose qui est possible, quelque chose qui va arriver. Et là, il y a une possibilité d'équilibrage. Tout ce qu'il faut, c'est que la folle reste la folle. Faut pas qu'elle reprenne conscience. Si elle reprend conscience, là par contre, franchement, ça va chier. Franchement, ça va chier. Ah, et il y a aussi un dernier petit point que je vais parler. C'est tout simplement Pudding. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, il y a Nami qui tombe et il y a Senji qui la prend dans ses bras. Ah, déjà, il y a le petit sourire entre eux. Donc déjà, ce qui s'est passé au niveau de la plaine, c'est-à-dire la baffe que Nami lui a mis dans la tête, on est passé au-dessus, et ce qui est vraiment génial, c'est on n'a même pas vu son regard, et c'est ça qui est fou, parce que Pudding a quand même 3 yeux, donc voir son regard, ça aurait été bien pour voir vraiment ce que le 3e œil, qui représente peut-être la vraie conscience de Pudding, comment elle a réagi, parce qu'on la voit la bouche ouverte, au moment où Senji prend dans ses bras Nami. Et est-ce que Pudding est vraiment amoureuse de Senji, et prend ça comme une sorte d'offense, comme une jalousie? Et est-ce qu'elle va vraiment vouloir tuer Senji? Ou sinon, est-ce qu'à ce moment-là, ça a réveillé l'amour de Pudding et a donné envie à Pudding de rejoindre Senji? Donc encore une fois, plein de questions, mais de toute façon, il y avait plein de questions. Mais encore une fois, cet épisode était absolument magnifique et on croise les doigts pour que ça soit la même chose sur le futur de One Piece. En anime, bien sûr. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, pas hésiter de vous, laissez des commentaires. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.